De parler sur la notion du rêve. Parce que toute la paracha et les parachutes qu'on a lues, elles parlent du rêve. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de réfléchir un petit peu au fonctionnement du rêve et au fonctionnement aussi de l'interprétation du rêve. Chacun a des rêves, je ne parle pas des ambitions et des choses qu'on voudrait réaliser, mais le fait que quelqu'un il s'endort et il rêve de quelque chose, et ensuite cette chose-là il le travaille, et ensuite il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le sens qu'il faut donner. Maintenant en vérité ce thème-là il est en vérité très riche et très compliqué, mais on va essayer d'en faire une partie dans un temps record, et comme vous êtes des cerveaux avisés et réactifs, donc ça devrait bien se passer. Donc c'est marqué que le rêve, en fait, c'est un 60e de prophétie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de rêve prophétique. D'accord? Que quelqu'un il peut rêver de l'avenir. Bon. D'un autre côté, c'est marqué c'est-à-dire que le rêve, en vérité, ça change rien. C'est bien, pas bien, ça change rien. En vérité, c'est des bêtises. D'accord? Alors, c'est contradictoire. D'un côté, les Chachamim ils disent que le rêve, il a une dimension prophétique. D'un autre côté, que le rêve, en vérité, il raconte des bêtises. Alors, comment on fonctionne? Comment il faut regarder ça? Deuxièmement, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de rêves. Il y a des rêves qui sont du début de la nuit, dit le Maharsha, des rêves de milieu de nuit et des rêves de fin de nuit. Normalement, le rêve prophétique, c'est le rêve de fin de nuit. Le rêve de début de nuit, en vérité, c'est juste la résultante de tout le stress qu'on a eu dans la journée. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il faut savoir que quand on dort, il travaille. D'accord? Quand on dit la nuit porte conseil. Ouais, c'est pas qu'en dormant, parce qu'il y a deux principes dans la nuit de porte conseil. C'est que quand vous avez un sujet, dans le Rav de Brix, par exemple, il dit quand il était bloqué sur un sujet, il allait dormir. Non, il y a deux choses dans le fait de dormir. Il y a le fait que votre cerveau, il se repose. D'accord? Donc vous avez une vision plus claire le lendemain. Et aussi le fait que quand c'est quelque chose qui vous angoisse, en prenant du recul, vous enlevez la dimension émotionnelle déformante qui fait que vous regardez la chose avec la fatigue. Vous suivez? Donc le lendemain, vous avez une vision plus claire. Mais à part ça aussi, c'est que quand on dort, le cerveau continue à travailler. C'est que si on est capable de connaître, par exemple, les étapes du développement intellectuel dans un sujet, donc normalement, il y a le A qui implique le B qui implique le C qui implique le D qui implique le E. Si on s'endort, par exemple, je sais pas moi, à B, et on se réveille à E, c'est que le cerveau a travaillé. Donc en vérité, le cerveau, il continue à travailler pendant qu'on est en train de dormir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on vit dans la journée, alors pour vous donner un exemple qui est plus simple à comprendre, c'est comme la photo analogique et la photo numérique. Quand vous prenez, à l'époque, on prenait des photos, et ben vous prenez une photo, et ça va s'imprimer sur la pellicule. Ça s'appelle un appareil analogique. Par contre, aujourd'hui, on a des appareils numériques. Le numérique, c'est quoi? C'est que ça va prendre la même chose, mais ça va traduire en informatique en 0,1,0,1,0,1 les couleurs, les formes en pixels, et ça va vous donner l'image numérique. Alors, pour comprendre que c'est comme si le monde extérieur, en vérité, il est analogique, il est réel, il est concret, mais le monde intérieur, il est numérique. Alors, je traduis, c'est que tout ce qu'on vit, ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas plaisir, les efforts qu'on fournit, la réalité qu'on perçoit, en vérité, elle est traduite à l'intérieur par notre logiciel de compréhension sous forme numérique. Vous me suivez ou... D'accord. C'est comme un enfant, il est petit maintenant. Et vous êtes en train de cuisiner. Et le four, il est allumé. Bon, à l'époque, les vitres du four, elles étaient chaudes. Donc vous étiez en train de dire à l'enfant, ne touche pas, ne t'approche pas, tu vas te brûler, fais attention, tu vas te brûler. Maintenant, l'enfant, il a tiré, c'est lumineux, c'est rouge, il a envie. Il touche, il se brûle. Maintenant, comment il va interpréter cette douleur? Il va dire, maman, elle m'a puni parce que j'ai touché. Il va dire, le rouge, ça fait mal. Il va dire, le chaud, ça brûle. Comment il va interpréter? Eh bien, c'est exactement pareil. Ça veut dire que n'importe quel événement qu'on a vécu, en fait, il va se traduire à l'intérieur de moi-même sous forme numérique. Ça veut dire qu'il va être traduit en sensation. Donc, le ressenti de l'école, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas l'école, il va le voir noir. Quelqu'un qui aime l'école, il va avoir un ressenti bon. D'accord? L'autre qui est sociable, il va trouver que la colonie de vacances, c'était super. L'autre, il va dire, ah, c'était saoulant, fallait que je supporte le caractère des autres. Donc, en vérité, le problème, c'est qu'on va traduire notre réalité en fonction de notre intériorité. C'est le terrain, en fait. Le terrain psychologique que l'on a, le terrain moral que l'on a, le terrain positif ou négatif, le côté mature ou immature, qui va faire qu'on va interpréter notre réalité de manière différente. Et ça pose un vrai problème. Pourquoi? Parce que, en fait, est-ce que
on voit ce que l'on voit ou on voit ce que l'on rêve? Parce que normalement, qu'est-ce qu'on pense, nous? Nous, on pense que quand je dors, je rêve. Mais quand je suis réveillé, je ne rêve pas. Mais c'est quoi rêver? Rêver, c'est fabriquer une image virtuelle de la réalité. C'est bon? D'accord. Maintenant, quand je vous vois, là je vous vois, oui, vous me voyez? Voilà. Mais si vous fermez les yeux et que votre cerveau, il a imprimé cette image, donc maintenant, vous ne réfléchissez plus sur ce que vous voyez, vous réfléchissez sur ce que vous avez retenu. Et ça, c'est virtuel. C'est pour ça, par exemple, que la vision, elle va dépendre des intérêts. C'est pour ça que la fille, quand elle est amoureuse, elle ne voit pas les défauts du khatan. Tu dis, mais je comprends pas, il a des défauts, c'est un menteur, un tricheur, un batlan. Tu dis, oui, mais vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimez pas, en fait, vous êtes jalouse. Tu dis, mais t'es une hamara. Non, je veux dire, tu réfléchis pas. Pourquoi? Parce que c'est fini. Maintenant qu'elle est amoureuse, le filtre, truc. Des fois, c'est la contradiction. Ah, vous en voulez pas? Eh ben, moi, je le veux. Donc, la contradiction, elle va faire un filtre qu'elle va pas voir les défauts. Et bizarrement, quand tu lui dis, bah, tu sais quoi, on est d'accord. Alors, elle dit quoi? Je vais épouser ce Bren. Ah ben, maintenant que personne ne s'oppose à toi, parce qu'il y a des gens qui confondent l'obstination et la détermination. En fait, ils croient qu'ils ont décidé, mais en fait, ils sont obstinés. Ça s'appelle des têtes dures. Mais ça, c'est quoi? C'est que ta tête dure, c'est ton terrain psychologique, qui va interpréter la réalité que tu vas avoir devant toi. Vous savez ou non? Comme quelqu'un qui a un esprit positif, il voit un problème, il dit, bah, on trouve une solution. Quelqu'un qui a un esprit négatif, il voit un problème, il dit, c'est mort. C'est fini, c'est foutu, je suis maudit, Dieu ne m'aime pas. Mais non, c'est juste que la porte, elle a claqué et la clé est dedans. Mais tu es tellement stressé, tu dis, quoi, on est dehors? Mais si tu te calmes, tu dis, mais il y a une clé chez la voisine. Ça veut dire que chaque problème, il a une solution. Mais ça dépend, encore une fois, comment tu l'abordes. Maintenant, revenons réfléchir ensemble. Si je dis qu'en fin de compte, ce que je vois, c'est fonction de mon terrain intérieur, ouais, et que le terrain intérieur, il développe ce qu'on appelle la volonté, donc on va dire que je vois ce que je veux voir. Vous suivez ou non? Donc si moi je suis pas sociable, eh ben, je vais dire que les gens ils m'aiment pas. Alors qu'en vérité, c'est moi qui n'arrive pas à leur parler. Si je suis orgueilleux, je vais trouver que tout le monde est idiot. En vérité, je grandis en rabaissant l'autre. Mais les gens, ils ont des qualités. Mais moi, je les vois idiots. Pourquoi? Parce que sinon, ça me remet en cause. Ben, dans chaque élément, il faudra réfléchir. Si en vérité, une personne, elle voit ce qu'elle voit, ou elle fabrique l'image. C'est pour ça qu'il y a des camarades bizarres. Par exemple, il y a une camarade dans Sanhedrin qui dit que quand il y a des témoins qui viennent, pour un meurtre, par exemple, on les reçoit séparément et on les interroge. Mais avec un interrogatoire très très précis. D'accord? Comment elle était la chemise du gars? Est-ce qu'elle était à carreaux? Comment il était le poignard? Comment il a mis le coup? Du haut vers le bas, du bas vers le haut? Tu dis, écoute, j'ai vu un meurtre. Tu as besoin de me prendre la tête avec toutes ces questions? Et on les interroge séparément. Maintenant, bizarrement, il y en a un, il a dit qu'il avait une chemise à carreaux. L'autre, il dit qu'il avait une chemise unie. D'accord? L'autre, il dit qu'il a frappé de haut en bas. L'autre, il dit qu'il a frappé de bas en haut. L'autre, il dit que le couteau, il avait un manche en ivoire. L'autre, il a dit que le couteau, il avait un manche en bois. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais vous parlez du même meurtre? Alors, c'est pour ça qu'ils disent, les chachamim, tu rentres dans une pièce. La pièce, elle est fermée. Il y a une seule porte. C'est par où tu es rentré. Tu vois un gars allongé, avec ce qu'on appelle un sourire étranger, ça veut dire égorgé. Oui. Et il y a un gars qui lui tient la tête par les cheveux, et dans l'autre main, il a un couteau plein de sang. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est un meurtre. C'est lui qui l'a tué. Mais tu n'as pas vu le meurtre. Maintenant, regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il va fabriquer les images qui manquent pour que l'histoire elle soit raisonnable. Donc, tu dis, je suis rentré, je l'ai vu, il a tiré la tête en arrière, il a planté le couteau, et j'ai fait le geste. C'est seulement en posant les questions contradictoires que tu vas voir que tout ça, il l'a inventé. Vous me suivez ou non? Parce que notre cerveau, aujourd'hui, par exemple, il y a des logiciels qui fabriquent des images. Ils arrivent même à faire des films entiers qui sont des films virtuels. Mais il faut quand même savoir que tous ces logiciels, ils ne sont même pas à 1% de la capacité de l'imagination humaine. Donc il y a une vraie question. C'est que si ta volonté, elle est influencée par tes intérêts, et que la réalité, tu l'aperçois en fonction de ce que tu veux voir, peut-être que tu as fabriqué ce que tu voulais voir. Par exemple, moi je vois dans les couples, c'est très très rigolo. Ils vous racontent le même événement, mais complètement différemment.
Tu dis, mais est-ce que vous vivez dans la même maison? D'accord? L'autre, elle te dit, écoute, j'étais, je sais pas, j'étais chez le coiffeur, j'étais toute belle, j'étais contente, j'ai dit, tiens, je vais dire bonjour à mon mari, je suis monté au travail, j'ai ouvert la porte, je suis rentré, il a fait une tête bizarre. Genre, il était avec sa secrétaire. Moi, il faisait rien, mais il était bizarre. Il m'avait fait, genre, choqué. Moi, j'étais mal pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, quand t'es pas contente que je sois là? Du coup, je me suis vexé. J'étais à côté dans un petit truc. Après, il est venu me voir. Il m'a dit, mais pourquoi t'es là? Et en fait, il m'a dit, je suis pas content que tu sois là. Et je suis énervé que tu sois là. Et moi, je me suis mis, alors quoi? Il est avec sa secrétaire. Il a honte que je vienne. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la même histoire, le mari, il te raconte. Eh ben, écoute, moi, j'étais en train de travailler avec la secrétaire. D'un seul coup, ma femme, paf, elle ouvre la porte. Je la vois, je suis surpris. Mais je suis content qu'elle soit là. J'ai même pas le temps de lui dire. Dis quoi? C'est-à-dire quoi? T'es pas contente que je sois là? Pour ça que tu fais la tête? Hein? Et qu'est-ce que tu fais avec elle? De toute façon, je t'avais dit que je voulais plus la voir, cette fille. D'accord? Alors, alors, elle était dans un bureau à côté, j'étais la rejoindre, et elle s'est bien pleurée. Elle m'a fait une crise. T'as vu la même histoire? La même histoire. Avec le Satan au milieu en tant que metteur en scène. Mais ça arrive tous les jours. 1 million de fois. Ça s'appelle le quiproquo, le malentendu, l'incompréhension, les nerfs, le stress, l'ego, la susceptibilité, le transfert de culpabilité, la lourdeur. C'est ces armes. Et comment vous savez comment s'appelle le Yetzer Hara? Il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Oui? Donc si quelqu'un n'a pas une maîtrise de son Yetzer Hara, il sait qu'il va vivre dans l'illusion. Et l'illusion, c'est quoi? Ben, c'est jamais qu'un rêve que tu rêves éveillé. C'est pour ça que c'est très intéressant de réfléchir que les gens, ils veulent absolument qu'on interprète leurs rêves, alors qu'ils savent que leurs rêves, ils sont 80% faits de bêtises. Mais moi, je dis, mais au lieu d'interpréter ton rêve, tu ferais mieux d'interpréter ta réalité. Vous me suivez ou non? Au lieu d'aller voir tous les rabbins du monde en disant, mais Rav, ça veut dire quoi? Je rêve que le portrait de ma belle-mère se déchire en 7. C'est pas un cauchemar, ça, c'est un projet. D'accord, non, j'exagère. Mais si peu. D'accord. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle va, tous les rabbins et les marabouts, enfin les marabouts, Maasecha Hachem, pour essayer de comprendre pourquoi je rêve de ça, pourquoi je rêve de ça. Mais là, je comprends pas, ton rêve, il t'intéresse et ta réalité ne t'intéresse pas. C'est bizarre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil le rêve, parce que le rêve, c'est prémonitoire. Mais la réalité, c'est prémonitoire. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est souvent la veille du lendemain. C'est vrai, non? Souvent. Aujourd'hui, c'est la veille du lendemain. Et souvent, le lendemain, il est la conséquence de la veille. Et la loi de causalité, elle veut que quand je comprends aujourd'hui, je comprends demain. Puisque mon futur n'est que le fruit de mon passé que j'ai mis au présent. C'est la dafina, non? Il y en a qui disent que c'est les grossesses multiples. D'accord? Mais ça fait des trous dans le mental. En Suisse, ça s'appelle les mentales. D'accord? Mais non, il faut bien rigoler un peu, là, je vous vois tellement sérieuse. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que ma perception de la réalité, c'est moi qui la fabrique. Donc si je suis plutôt cartésien, je vois des structures. Si je suis plutôt un petit peu légère, je vois des couleurs, je vois des vapeurs, je vois des sensations. Ouais. Alors fais attention, parce que chacun, il fabrique sa réalité. C'est comme si un metteur en scène, il fait des films comme ça, et celui-là, il fait des films comme ça. Eh bien, quand tu fabriques ta réalité, tu fabriques un film. D'ailleurs, on te dit, tu te fais un film. Ouais. Ben mais qui c'est qui entretient ce film? Qui c'est qui met en place ce film? Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Donc celui qui n'est pas en maîtrise de son Yetzer Hara, il rentre dans le Dimion. Parce qu'à l'époque, à Oran, ils appelaient le Dimion, pour ceux qui ont connu. Ouais. Mais c'est le Dimayon, c'est-à-dire c'est l'illusion. D'accord? Ben c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu es fatigué, tu es épuisé, tu viens d'accoucher, tu vois ton mari noir. Mais il est gentil, il n'a pas changé. Mais comme toi, tu es en appel de tendresse exacerbée, donc du coup, lui, il devient un monstre. Mais il n'a rien fait, il a fait comme d'habitude. Mais parce que son rave lui a pas dit, écoute, elle est fragile, là il faut en faire plus que d'habitude, là il faut être plus gentil, plus sympathique, plus amoureux, c'est normal. Et lui il comprend pas, il dit, moi je suis resté comme d'habitude, j'ai rien fait de plus. Mais on n'accouche pas avec le cerveau, on accouche avec le ventre, donc il faut réagir avec le cœur. Des fois il faut expliquer au mari qu'une femme c'est pas un homme, c'est pas une chavruta. C'est autre chose. Ouais.
Ben, c'est exactement pareil. Que la personne, au fond, elle n'a pas mesuré quelle est la part d'illusion qui rentre dans sa propre vie. Après, elle n'a pas vu la part d'illusion qui rentre dans son couple. Après, elle ne voit pas la part d'illusion dans la relation avec ses enfants. Des fois, par exemple, il y a des gens qui sont dans le déni du caractère de leurs enfants. Ils disent non, c'est pas vrai, il est gentil, écoute, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il faut voir la réalité. Parce que quand tu prends la mesure de la réalité, tu peux aider, tu peux traiter, tu peux assumer, tu peux évoluer. Mais quand tu dis non, eh ben, reste avec ton dimayon. Maintenant, tu es dans l'illusion. Pourquoi? Parce que tu refuses la réalité. Ou tu es parce que tu n'as pas la capacité de percevoir. Parce que c'est vrai, des fois, il y en a qui n'ont pas les outils. Donc on peut être aveuglé par son amour, on peut être aveuglé par sa haine, ou alors parce qu'on n'a pas les outils. Les gens, ils n'ont pas les outils. Mais moi, je dis toujours, l'instinct paternel, l'instinct maternel, il doit faire que normalement, au moins, les parents, ils ressentent. Même moi, des fois, la vérité, des gens, ils m'appellent pour me demander des conseils. Je dis, écoutez, je ne peux pas vous conseiller mieux que vous, puisque c'est votre fils. Vous le voyez tous les jours. Mais des fois, on manque de recul. C'est pour ça que même quelqu'un, je veux dire, qui a un doctorat en littérature, ouais, et qui lit 20 000 pages par an, eh bien, si vous lui collez la feuille là, il n'arrive pas à lire. Je dis, mais je comprends pas, tu as un doctorat de littérature. Je t'ai donné un prospectus, tu peux le lire, non? Vas-y, lis. Je dis, pourquoi tu lis pas? Alors il dit, ben, si ça ne te dérange pas, je vais reculer la feuille. Ah, tu vas prendre du recul. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on est obligé de faire comme ça. Parce qu'à 40 ans, nos enfants, ils ont 20 ans, mais nous, on croit qu'ils ont 8 ans. On manque de recul. Mais ta fille, elle a grandi, baba. C'est plus une gamine, regarde là. Ah, tu as raison, elle est grande. Mais c'est presque une femme. Mais c'est une femme. Et ton fils, c'est pareil. Tu dis, c'est le gamin, c'est... Hey, il a 21 ans. Déjà. C'est ça. Ça, c'est un des défauts majeurs des enfants, c'est qu'ils grandissent. On dirait qu'ils restent petits. Non, ils grandissent. Comme les parents, ils vieillissent. C'est un vrai défaut. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Parce que nous, on croit que les parents, ils vieillissent pas. Donc on vient à 15, on passe Shabbat, on dit, tiens maman, tu t'occupes de tout? Elle a 82 ans, la pauvre. Elle est fatiguée. Je dis, maman, tu m'as fait les plats, tu m'as fait le poisson, tu m'as fait toutes les salades que j'aime, tu m'as fait... Mais t'as 23 ans, toi, là. Toi, c'est viens le matin, hein, fais-lui le Shabbat. Non, elle, 83 ans, très épluchée. Reste assise, ma fille, tu es accouchée il y a 3 ans, tu dois être fatiguée. Je comprends, elle est FIFA à 82 ans, toi, t'es Allah à 22 ans. C'est qui l'handicapé? Puis oui, mais j'ai besoin de me reposer, je suis fatigué, j'ai pas les nerfs. T'as pas les nerfs. T'as 23 ans, t'as un enfant, t'as pas les nerfs. Elle a accouché 16 fois, elle. Elle en a perdu 4. Tu l'as vu se plaindre une fois? Jamais. Et toi, t'as raté le bus, tu dis, je vais mourir. J'ai raté le bus, Dieu ne m'aime pas. Mais non, Dieu, il t'aime. Mais t'es arrivé en retard. Oui, ils se sont fait renvoyer du Maroc, ils sont arrivés en Israël avec rien. Et elle a fait les ménages pendant des années, et jamais elle s'est plainte. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que elle, son dimayon, c'était une ambition. Et toi, ton dimayon, c'est une illusion. Or, l'illusion amène la désillusion. Mais l'ambition n'amène pas la désambition. Vous parlez français quand même, un petit peu, oui? Ah, je ne sais plus depuis que vous êtes parti. Maintenant, en français, on peut dire « Oh, j'ai une grande désillusion ». Mais on ne peut pas dire « Oh, j'ai vraiment été désambitionné ». On ne peut pas parler comme ça, parce que ce n'est pas du français. Alors je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi ça existe des illusions et ça n'existe pas des ambitions? Alors qu'en fait, l'illusion et l'ambition, les deux, c'est un rêve. J'ai un rêve dans la tête qui s'appelle une illusion. J'ai un rêve dans la tête qui s'appelle une ambition. Alors pourquoi ça n'existe pas des ambitions? Ah bah tu sais, j'ai été vraiment désambitionné. En Suisse, ils ont un mot comme ça. Ils disent « j'ai été déçu en bien ». Bon, mais c'est suisse, hein, c'est spécial. Hein. Ouais. Une fois, j'ai un papa comme ça qui était convaincu que son fils était nul. Bah, quand il a réussi, il a été déçu. Bah oui, parce qu'il était tellement sûr qu'il allait se planter que quand il a réussi, bah, quelque part, ça me déçoit. Je dis, mais tu es malade, ton fils, il a réussi maintenant. Tu es déçu parce qu'il n'a pas été comme tu aurais voulu qu'il soit, nul. Maintenant, moi, je vous donne des choses rigolotes, mais ça, c'est des drames familiaux. Parce que l'autre, il est convaincu que ses enfants ne sont pas capables. Celui-là, il pense que sa femme n'est pas froum. Mais c'est lui qui regarde des films. Qu'est-ce qu'il veut, maintenant? Il fait une projection.
D'accord? Et même, t'es pas assez froum, ta perruque elle est un peu longue. Mais toi, tu regardes des femmes dans la rue qui sont en train de nous casser la tête avec la perruque. Vous avez compris l'idée ou non? Pourquoi? Parce qu'il se fait un film, que lui il est froum et toi t'es fry. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il transfère son mal-être. Bon, là, j'ai tapé sur le mari, mais on n'a pas le droit de parler sur les absents. Donc vous prenez le même exemple, mais à l'envers. D'accord? C'est comme si votre mari il étudie toute la journée et quand le rentre le soir, tu dis pourquoi tu n'étudies pas? Mais il vient de sortir du collège, il repart à 9 heures, il a 1 heure. Oui, mais Raphaïm, lui, il étudie tout le temps. Tu m'étonnes qu'il va mettre 1 heure et demie pour rentrer. Non, ça veut dire que toi, tu as une illusion que tu as épousé le Hazonish. Une femme, elle est chez moi, elle me dit Ramen Chetrit, je voudrais annuler le mariage parce que moi, on m'a dit que j'avais épousé le futur Hazonish. Eh bien, c'est pas le Hazonish. Moi, j'ai dit écoutez, je ne sais pas, mais j'ai une question. Vous êtes la femme du Hazonish? Hein? Parce que lui, je crois que c'est le mari de la Boniche, lui. Bah oui, parce que si ton mari c'est le Hazonish, toi, tu es la femme du Hazonish. Mais déjà que ça te prend la tête de mettre une jupe un petit peu longue, ouais, et que tu te maquilles, on dirait Cléopâtre. Alors peut-être que le Hazonish, il aurait mérité une autre femme, un peu moins superficielle. Tu dis oui, mais on m'avait promis à Audon Colo, cousin de Marco Polo, ouais, c'est que toi, tu t'es fait une illusion. Mais quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, eh ben c'est bien. C'est ce que Rav Obadia, il disait aujourd'hui, Rav Obadia, Yosef, il disait, aujourd'hui, si un homme juif, il fait Arvit, c'est un tzaddik. Certainement, le Ham Israël, malheureusement, il a descendu, que s'il fait Arvit, c'est un tzaddik. Comme ça, tu dois regarder. Alors, s'il étudie à mi-temps, mais embrasse-lui la main quand il rentre. S'il étudie à plein temps, waouh, c'est extraordinaire. Ouais, mais il n'a pas encore eu sa smicha. Pourquoi tu es dans l'exigence? Encore une fois, par rapport à quoi? Par rapport à ton illusion. C'est parce que c'était mon rêve, qui devient un grand rabbin d'Israël. Mais il fait 1m85, déjà, il a fait la moitié du travail. D'accord? En tant que grand rabbin. Ça va? Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est de savoir, dans ta vie, combien il y a d'illusions, combien il y a de réalité. Donc on a dit l'illusion et l'ambition, les deux, c'est un rêve. Alors comment tu sais si tu es dans l'illusion ou si tu es dans l'ambition? C'est très simple. Si tu te donnes les moyens de réaliser ton rêve, il s'appelle une ambition. Si tu ne te donnes pas les moyens de réaliser ton rêve, c'est une illusion. Et la preuve, c'est que tu nourris ton illusion d'illusion pour entretenir ton illusion. Donc tu vois que tu te moques de toi. Mais si tu dis, tu sais quoi, je voudrais avoir ce diplôme, allez, je m'accroche, j'achète les cahiers, je vais au cours, je travaille. Après, je dis, je veux un marron comme ça, et je prends sur moi, et j'évolue, et je prie, je fais des télim, mais j'améliore ma sniout. Ça, c'est une ambition. Mais si tu continues à rester pareil, et tu dis, oh, j'aimerais bien, franchement, ça me ferait plaisir. Hein. Si le bon Dieu, il pouvait faire tomber un Hazonish, comment il va tomber, Baba? Je vous roulais mes avec Zivougim. Pourquoi il va envoyer quelqu'un de profond à quelqu'un qui est à la surface? C'est la superficie. C'est la superficielle. C'est la superficialité. Mais pas la superficialité. La superficialité. Tu dis non, mais je veux de l'intériorité. Si tu veux de l'intériorité, il faut être intérieur. Mais si tu n'as pas de monde intérieur, tu vas t'ennuyer dans l'intériorité. Puisqu'il n'y a rien à l'intérieur pour accueillir l'intériorité. Donc dès qu'on va te donner de l'intériorité, elle va rebondir en extériorité. Et dans tout c'est pareil. Tu veux de la vérité, il faut être vrai. Tu veux de la pureté, il faut être pur. En français on appelle ça se donner les moyens. Toute la vie c'est comme ça. Mais si tu vas dire, ouais mais c'est quand même fatigant, c'est quand même contraignant, c'est quand même difficile, c'est quand même dur, puis il y a rara. Alors quoi, tu ne te donnes pas les moyens? Si tu ne te donnes pas les moyens, tu ne dois pas avoir d'exigence. Vous savez pourquoi? Parce que l'exigence, elle crée la déception. L'exigence, elle crée l'insatisfaction. L'exigence, elle crée l'aigreur, la tristesse, l'arma, la haine, la rancune et la vengeance. Sur la base de quoi? D'une exigence qui n'était pas adaptée.
Les cours particuliers, c'est 12 000 euros. On peut se voir si vous voulez, on s'assoit. C'est marqué à Mégalé, Sodot. Non, à Shomrim, Sodot, Meganimlo, Sodot. Celui qui garde les secrets, on lui raconte les secrets. On lui dévoile les secrets. Mais alors pourquoi il y a des gens, tu leur racontes un truc qui te touche, 10 ans, ils n'en parlent pas. Il y a des gens, tu leur dis, ils te jurent sur la tête de ta mère qu'ils vont rien dire. 4 minutes après, ils racontent à tout le monde. Je comprends, je ne suis pas sorti de la maison, déjà t'as envoyé des textos. Tout va être vegan est au courant que j'ai fait une fausse couche. Ok, ils vont prier pour moi, mais j'ai rien demandé, moi. Et je t'avais dit de ne pas en parler. C'est quelque chose de personnel. Oui, mais tu comprends, pour une fois que j'entends un truc sur toi. Donc c'est quoi ça? C'est que quand moi, je vais recevoir l'intériorité de quelqu'un, je ne peux le recevoir que si que j'ai de l'intériorité. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que c'est comme un CD. C'est ce que c'est un CD? Un CD. Au pluriel, c'est mortel, des CD. Non. Un CD, détendez-vous. Un CD, c'est un support dans lequel vous mettez des fichiers informatiques. Quand vous enfoncez le CD dans l'ordinateur, il est lu par l'ordinateur. Mais si vous enfoncez le CD dans un gigot, vous prenez un gigot de bœuf, vous taillez une entaille, vous enfoncez le CD. Après, vous branchez un écran dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran? Oui, non, oui, non. Pourtant, ça devrait marcher, parce que déjà à l'époque, des ordinateurs avec 500 mégas, ils marchaient. Avec 1 giga, 2 gigots, 2 gigas, 1 gigot, ils devraient marcher. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le CD, il contient des fichiers numériques. Il faut qu'il y ait un lecteur de fichiers numériques pour que ça soit lu. Maintenant, quand moi je vais raconter mon intériorité à quelqu'un, il faut que je raconte à quelqu'un qui a les outils pour recevoir cette intériorité. Donc il faut qu'il ait lui-même de l'intériorité. Mais si je raconte mon intériorité à quelqu'un qui n'a pas un système pour accueillir cette intériorité, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que comme lui n'a pas d'intériorité, du coup l'intériorité de l'autre devient une valeur qu'il peut utiliser au marché noir de l'intériorité, ce qu'on appelle le lachon hara. Donc, si moi je veux transmettre mon intériorité, je la donne à quelqu'un qui a lui-même un système d'intériorité. Et on sent les gens qui sont intérieurs et les gens qui sont extérieurs, les gens qui sont superficiels et les gens qui sont profonds. De la même manière que moi aussi, je ne dois pas m'étonner si je suis entouré de gens superficiels, alors que moi-même je suis superficiel. C'est logique. Donc ça veut dire que mon portrait intérieur, il me donne le visage de la personne que je côtoie, et de la personne que je rencontre, de la personne que j'épouse. Par exemple, des fois, c'est des gens qui ne sont pas très très profonds, mais qui ont une grande avat Torah. Ouais. Le contraire, il y a des gens qui sont très très profonds, mais dans l'intellectualisme, mais pas dans l'action. Donc ils vont rencontrer quelqu'un pareil. Non, je dis ça parce que je vois beaucoup de jeunes filles célibataires, donc je les prépare au bonheur. D'accord? Et bien ça, c'est ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a des rêves. Donc les gens mariés, ils ont des rêves pour leurs enfants. D'accord? L'autre, il a des rêves pour ses conjoints. En tant que jeune fille, on a des rêves pour son khatan, on a des rêves pour son avenir, on a des rêves pour son foyer. Mais encore une fois, tout ça, c'est nécessaire. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des ambitions, il faut projeter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un plus grand bonheur que de réaliser nos rêves. Mais il faut que ça soit des vrais rêves, pas des illusions, pas des mensonges, pas du gargarisme émotionnel qui nous fait plaisir d'imaginer que ça serait super si ça se passerait comme ça. Ce qu'on appelle un souhait ou un vœu pieux. Un vœu pieux, ça veut dire qu'on l'a planté comme un pieu, il ne bouge plus. C'est un vœu pieux. Ouais. Non, tu dis je veux, la preuve, je réussis, voilà, je me bats. Je te vois, tu veux ce diplôme, tu te bats. Pourtant c'était difficile, tu n'avais pas les capacités, et tu t'es battu, tu l'as eu. Voilà, Baruch Hashem. Donc tu vois que c'était un rêve qui valait la peine d'être vécu. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant? On est en fait en train de parler du rêve réel. Oui, mais j'ai dit que quand quelqu'un vit quelque chose dans la journée, 90% de ce qui est vécu dans la journée, c'est traduit en numérique, en sensation, et la nuit, ça remonte. Par exemple, quelqu'un il rêve, je sais pas, qu'il a une grande voiture décapotable et qui roule en bordure de mer en Californie, mais qu'à l'arrière, il y a 11 millions de dollars en liquide et que les billets sont en train de s'envoler. En fait, c'est la dépense de sa femme. Il est en train de voir en cauchemar comment sa femme, elle dépense.
Oui, c'est une façon, c'est un exemple comme un autre. Mais on dit bien ma très chère femme. C'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. Quel est le meilleur ami de la femme? La carte bleue. Non, j'exagère. Mais cette idée, c'est quoi? C'est que tu vois ton rêve, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, toi, tu as une sensation de stress dans ton travail. La nuit, tu vas sentir qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as juste traduit une sensation vécue. Une fois, il est venu chez moi, il dit: Rabbi Chetrit, j'ai rêvé qu'il y avait du sang dans toute la maison. Alors, je lui dis: il va y avoir des morts. Je lui dis: non, il va y avoir une Brit Mila. Pourquoi tu regardes négatif? Regarde positif. Vous me suivez ou non? Bon, il faut dire que le Moël était un peu maladroit. Ouais. Mais bon, il courait avec le bébé, le gosse, il se laissait pas faire. Il faut dire qu'à 14 ans, c'est pas évident. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Que la personne, son rêve, il existe. Mais la lecture que tu en as, elle va dépendre de chacun. Comme tu vas dans une maison, tu vois une maison, elle est simple, il n'y a rien de spécial, les meubles ils ne sont pas dernier cri, le papier se décolle un petit peu, il y a un peu de moisissure à la salle de bain. Mais il y a une simchat haim dans cette maison incroyable. Le gars il dit: on habite dans un palais. L'autre il a 450 mètres carrés habitables à Neuilly. Des plafonds, des trucs, la lumière qui s'allume, la clim dans les toilettes, les écrans au plafond. Mais quand tu rentres, il y a la tristesse dans la maison, il y a la ramma. Il te dit: ma vie est un cauchemar. Tu dis: bah dis donc, un cauchemar comme ça. Et l'autre, il est limite, et il est bien. Il dit: tu sais, on a élevé 6 enfants dans ce 3 pièces. Et combien d'esmahot. Tu sais, on faisait les bar mitzvot, on dormait par terre. Et on cuisinait dans la petite cuisinière. Mais quel simcha, quel farha, quel shechina. Tu vois, lui, il te voit la maison extraordinaire. Et toi, tu la vois bidon. Donc la réalité, en vérité, c'est la réalité qu'on projette ou c'est la réalité qu'on voit? Et si tu la projettes, donc déjà c'est une image fabriquée. Et l'image fabriquée, c'est jamais très loin du rêve, puisque le rêve aussi, c'est une image fabriquée. Ça va? C'est pour ça que le Messilat Yesharim, il dit, excusez-moi, le Ochot Tzadikim, il dit que celui qui cherche le Hémet dans la journée, ouais, dans le Limud Torah, dans la vie, dans le rapport avec les autres, dans le travail, la nuit, il fait des rêves qui sont émettes. Tu dis: mais quel rapport? Je suis honnête au travail. Je dis au client: écoutez, je vous dis la vérité, ce placement, il a quand même un certain défaut, c'est que ça met longtemps pour... Je dis: mais pourquoi tu lui dis t'es fou? Il dit: écoute, je suis honnête, j'arrive pas. Je peux pas vendre un truc, et après le gars, il vient au bout de 10 ans, il dit: non seulement j'ai rien gagné, mais en plus j'ai tout perdu. J'arrive pas. Tiens, un gars honnête, ça existe, il doit en rester un ou deux, non? Bon. Ça veut dire quoi? Je peux pas vivre dans la malhonnêteté. Même mentir pour des bêtises, non. Tu dis: il est pas là. Attends, non, c'est pas qu'il est pas là. Il est pas là, il est là, mais il peut pas te parler. Dis la vérité. Ah, tant pis, qu'est-ce qu'on fait? Il est au téléphone. Pourquoi? Après, il le voit sortir du bâtiment, il dit: mais tu m'as dit qu'il n'était pas là. C'est parti. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux le Hémet. Il dit: celui qui vit le Hémet quand il est réveillé, il rêve des rêves amitiim. Oui. Maintenant, c'est quoi un rêve amiti? Un rêve amiti. Maintenant, le gars, il voit des choses. Vous savez, vous avez tous la sensation du déjà vu. Vous avez vécu ça, non? Tu rentres dans une simpra, tu dis: oh là là, ça me rappelle une histoire que j'ai. Ah, et attends, et je vois et dans le truc, et le serveur il tombe. Ah, et le serveur il tombe. En fait, tu as déjà vécu cette situation, mais dans le rêve. Tu arrives dans un endroit où tu n'as jamais été. Genre à 21 km de Saint-Étienne, dans un endroit qui s'appelle Khlal Khalé. Tu dis: mais j'ai jamais été là-bas. Tu rentres, tu regardes, tu dis: mais attends, il y a une place, après il y a un virage, après il y a une église, et en face il y a une boulangerie qui s'appelle Chez Mimi. Tu tournes, tu vois la boulangerie, ça s'appelle la sensation du déjà vu. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Ça vous intéresse peut-être? Oui, non? Voilà. J'aime bien les femmes, ça, les trucs un peu... Alors il faut savoir que quand on est réveillé, on est réveillé. Notre conscience et notre cerveau, ils sont dans notre corps. Mais au-dessus de notre corps, oui, il y a ce qu'on appelle, ça c'est la dimension matérielle de la réalité. Au-dessus, il y a une dimension qui s'appelle le mazal. Et au-dessus, il y a une dimension qui s'appelle, on va dire, la réalité d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est le mazal? Le mazal, en résumé de résumé, c'est le système qui va régler de manière prédestinée la trajectoire de toutes les particules qui vont créer la réalité de mon décor. J'ai vraiment résumé. Là, il y a à peu près 150 pages
de Raphaël Friedlander sur le Mazal. C'est trop pour vous ou non? Je retraduis. Vous voyez, toute la réalité qui est devant nous, elle est faite de particules. Ces particules, elles se déplacent avec une harmonie qui fait que la réalité est harmonieuse. Maintenant, la trajectoire de la particule, on appelle ça le Mazal. Mais le Mazal, c'est quoi? C'est une redistribution du Ratson Hashem. C'est pour ça que c'est marqué que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Et qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est la projection du Ratson Hashem. Maintenant, le Mazal, il est géré par une facette d'Hachem qui s'appelle Shakai. Shakai, c'est Shin Dalet Yud, le nom qui est marqué sur la mezouza. Et le Ramban, dans Parashat Vayera, il dit que quand Hachem, il a dit à Abraham, Ani kel Shakai, c'est-à-dire je suis moi Yudke Vavke, je suis Shakai qui gère le Mazal. Et toi, dans ton Mazal, tu n'as pas d'enfant. Mais tu peux sortir de ton Mazal et avoir un enfant. Vous me suivez ou non? Maintenant, le Mazal, c'est quoi? C'est que quand Hachem a dit que le monde soit, il a déjà préétabli toutes les destinées physiques de chaque particule. Parce que pour que le monde continue à exister de manière harmonieuse, il faut que la matière, elle reste. Par exemple, voyez, ça, c'est une montre. Vous voyez ou non? Maintenant, si cette montre, elle devient un oiseau, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, un miracle. Mais si cette montre, elle ne marche plus, dans 10 ans, et je la jette à la poubelle, elle va à la décharge. La décharge, elle la dépose dans un terrain. Elle se désagrège. Elle devient particule élémentaire. Les particules, on la prend en tant que terre, on les dépose dans un jardin. On fait pousser un arbre. L'arbre, il absorbe ces atomes-là, il monte à l'intérieur de la sève, il passe dans la fleur. La fleur, elle est mangée par un oiseau. L'oiseau, il accouche un oisillon. L'oisillon, il est fait avec les particules de ma montre. Maintenant, si ça prend 200 ans, ça s'appelle la nature. Si ça prend 2 secondes, ça s'appelle un miracle. N'ayez pas peur, c'est rien, c'est juste de la science. Ouais. On a appris ça à l'école, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, quand moi, j'ai une réalité devant moi, vous êtes d'accord que la trame de cette réalité, c'est le mazal de cette réalité. Eh bien, le mazal de la réalité, on va dire un petit peu l'électronique de la réalité, la structure énergétique de la réalité, le schéma de la réalité, il est dans le mazal. Ça veut dire que ce monde-ci, il est dirigé par un système qu'on appelle le mazal, qui lui-même est dirigé par Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie un ratson, ce ratson, il passe par le mazal, et le mazal, il crée la réalité. Maintenant, si je dis que, attention, cette réalité ne peut exister que parce qu'elle fait partie d'un plan préétabli, donc ça veut dire qu'à l'époque du passé, le présent était, mais n'était pas réalisé. Vous me suivez? Il n'existait pas encore, mais potentiellement il était au niveau énergétique. Parce que pour que cette montre elle soit une montre, il faut que toutes les particules qui la forment, elles se sont cumulées pour faire la montre. Maintenant, le fait qu'elle reste une montre pendant un certain temps, c'est parce que Einstein il dit parce qu'il y a un compte à rebours qui fait qu'un jour elle va se désagréger, et nous on dit parce qu'Hachem il est aussi le Zman et il a mis dans cette montre le temps qu'elle doit rester une montre. Ça va toujours? Super. Maintenant, si je dis que le présent, il était déjà préétabli au niveau du décor à l'époque du passé, donc le futur, il est déjà préétabli aujourd'hui au présent, pour qu'est-ce qui va être dans le futur? Parce que le jour où mon présent, attention, va devenir du passé, mon futur, il va devenir du présent. Ça va? Donc ça veut dire que pour connaître le futur, il suffit de mettre son présent au passé. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de réfléchir, mais c'est important. Non, je rigole. C'est beaucoup plus grave. D'accord? Non, excusez-moi. Non, c'est pour vous réveiller, parce que nous, les Sfaradim, on mange épicé. Donc, je ne peux pas vous faire un cours baha comme ça, que vous dites de toute façon, on savait tout ce qu'il a dit. Là, on n'a rien compris. Là, vraiment, mais on a réfléchi. Ouah, ça fait du bien de se rappeler que le cerveau n'est pas là pour digérer. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que... Donc vous avez compris que l'électronique, entre guillemets, de ma réalité, elle est dans le mazal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je dors? Quand je dors, mon corps, il est en bas, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, ma neshama? Vous savez que quand on est réveillé, notre corps, il est rempli de notre neshama. Mais en même temps, notre neshama, il dit le nefesh hachaim, elle part comme un fil transparent, elle traverse les 7 cieux,
elle traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, pour arriver à la racine des Neshamot d'Israël qui est en dessous du Kisei HaKavod. Je vous ai fait un peu de tourisme kabbalistique, d'accord? Maintenant, c'est très intéressant d'imaginer qu'en fait, je suis en bas, ma Neshama, elle est en bas dans mon corps, mais en même temps, elle est reliée au Shoresh HaNeshama, qui est devant le Kisei HaKavod. C'est pour ça que quand je prie, ma prière, elle peut monter jusqu'au Kisei HaKavod. Quand je fais Teshuvah, ma Teshuvah, elle peut monter jusqu'au Kisei HaKavod. C'est ça l'idée, d'accord? Maintenant, quand je suis réveillé, la majorité de ma Neshama est ici, la minorité est en haut pour me relier. Mais quand je dors, la Neshama, elle monte. Le minimum, il reste en bas. C'est pour ça que quand on dort, le cœur se ralentit, le corps s'allonge, le poids augmente. C'est très bizarre, ouais. On est inconscient de la réalité, et c'est pour ça que c'est très dangereux de réveiller violemment quelqu'un. Parce que la Neshama, elle est en haut. Pourquoi il y a des gens qui ont des chocs quand on les réveille trop brutalement? Non, je ne parle pas de votre fils qui ne veut pas se lever le matin, ça c'est un coma volontaire, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, j'exagère. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Neshama, elle est en haut. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que quand on se réveille le matin, on fait Netilat Yadayim. Vous savez pourquoi? Pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin? Parce qu'il y a l'impureté. Mais d'où elle vient l'impureté? Elle nous entoure. Mais quand la Neshama, elle est dedans, elle repousse l'impureté. Mais comme la Neshama, elle monte, elle laisse un vide. Et la nature n'aime pas le vide. Donc l'impureté, elle rentre. Et quand la Neshama, elle revient, elle repousse l'impureté. Mais elle reste dans les extrémités. C'est pour ça que les Kohanim, ils devaient laver les mains et les pieds. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se toucher quand on se réveille avant de faire Netilat. On ne peut pas manger on ne peut pas toucher de la nourriture, on ne peut pas toucher des ouvertures, les yeux, les narines, les oreilles, rien. Tant que tu n'as pas. Le Ben Ishra, il dit même pas les draps. C'est de l'impureté. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement de lois d'impureté. Parce qu'on est tous impurs. Ouais. Donc ce qu'on peut garder comme loi d'impureté, bon, à part la Nida, mais ce qu'on peut garder, on le garde. Puisque la seule manière d'atteindre la sainteté, c'est de garder la pureté. Et la seule manière de garder la pureté, c'est de se préserver de l'impureté. Donc l'impureté devient une opportunité d'atteindre la sainteté. Si vous allez dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est au Shérad. Mais si vous voulez que vos prières soient entendues, si vous voulez pouvoir bénir vos enfants dans la pureté, il faut l'atteindre. C'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Que quand je dors, ma Neshama, elle monte. Mais quand elle monte, elle sort des 7 cieux matériels et elle rentre dans le monde du Mazal. Et à ce moment-là, elle perçoit l'avenir puisque la structure de l'avenir est déjà inscrite de manière électronique à l'intérieur du Mazal. Quand je rentre dans une situation ensuite vécue, je la traduis en sensation. Quand je la traduis en sensation, qu'est-ce que je reçois? Je reçois le schéma électronique de la situation, donc ça s'appelle le déjà-vu. Donc ce n'est pas forcément l'image de la réalité que je perçois, c'est la sensation que j'ai eue au moment de la réalité. Maintenant, puisque j'ai eu cette sensation quand je dormais, quand je me réveille, et je retrouve la même sensation au réveil, ou je la retrouve la même sensation dans une situation que je vis, eh bien ça s'appelle que j'ai perçu une information du futur au présent. Ce qui s'appelle déjà un rêve prémonitoire basique. Ça, c'est le rêve prémonitoire basique. Maintenant, il y a un rêve prémonitoire plus fort. Et ça, c'est une grande discussion entre le Rambam et le Ralbag, que quand Hachem, il veut vraiment me faire passer un message, par exemple, comme on a vu dans la paracha, que Hachem, il veut faire un message à Pharaon, ou quand Hachem, il veut faire un message à Yaakov, le message, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de tralouette, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'histoire. C'est un message. Là, c'est autre chose. Et ça, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique. Ici, c'est marqué que la personne, maintenant, Hachem, il veut lui transmettre un message. Alors, vous savez ce qu'il fait Hachem? C'est un truc extraordinaire. Vous savez que dans la tête, on a ce qu'on appelle l'intellect actif. D'accord? Mais il y a aussi l'intellect passif. Parce que quand je dors, mon cerveau continue à fonctionner. Par exemple, le réglage des articulations, des globules blancs, des globules rouges, les battements du cœur, l'augmentation de l'oxygène dans le sang. Ce n'est pas vous qui décidez. Mais ça marche quand même. Le cerveau, il fait ça. Vous me suivez? Inconsciemment. Mais il y a aussi la fonction imaginative, la capacité à fabriquer des images, qu'on a dit qu'on peut utiliser même quand on est réveillé, puisque je vois ce que je veux voir. Alors il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un chidouche incroyable, il dit quand l'intellect actif de l'homme il est éteint, puisqu'il est en train de dormir, Hachem, il va utiliser la fonction imaginative de la personne pour fabriquer le message que l'homme va percevoir dans son sommeil.
Vous me suivez ou non? Et après, je me réveille comme si j'ai vu un film. Et maintenant, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais comprendre le message du film. Et c'est là que ça devient compliqué. Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que l'interprétation du rêve, et c'est là que ça devient bizarre, ouais, elle dépend de la personne qui interprète. Maintenant, si je dis qu'Hachem, il m'a envoyé un message à moi, comment ça se fait que la réalisation, elle dépend de l'interprétation, et l'interprétation, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? C'est bizarre, non? Exactement comme quand Pharaon. Pharaon, il a rêvé. Il a dit à Yosef, il paraît que tu sais expliquer les rêves. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit, l'interprétation des rêves, elle est entre les mains d'Hachem. Mais il a dit quand même, raconte ton rêve. C'est bizarre, non? Tu te dis que c'est Dieu, et après tu lui demandes de raconter. Et après, il interprète. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que Pharaon, il a accepté l'interprétation du rêve de Yosef? Vous savez ou non? Et on va sortir un petit peu, d'accord? C'est parce que Pharaon, il avait rêvé le rêve, mais il avait aussi rêvé l'interprétation. Mais il attendait que quelqu'un lui donne la même interprétation qu'il avait eue. D'accord. C'est ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si le rêve lui-même, il vient par une forme de névoua, d'accord? Une forme de prophétie. Donc ça veut dire que Hachem, il m'envoie un message dans la tête que moi, je dois comprendre. Alors l'interprétation du rêve, c'est de l'intellect, c'est de la psychologie, c'est de la sensation, c'est du ressenti, ou c'est encore une névoie? Comme tu veux, non? Ce qu'on appelle vulgairement l'intuition. Par exemple, une maman, elle sent que son fils, il n'est pas bien. Mais il est aux États-Unis. Elle n'arrête pas de penser à lui. Elle cuisine, qu'est-ce qu'il a, David? Elle range, qu'est-ce qu'il fait, David? Elle tient plus, elle dit, j'appelle David. Et le téléphone, il sonne, c'est David. Un grand auteur marocain qui s'appelait Boal Sarah, oui. Donc, elle voit. Elle dit, maman, il faut que je te parle, je ne suis pas bien du tout. Je ne voulais pas te déranger, mais je ne suis pas bien. Mais j'arrête pas de penser à toi. Parce que les gens qui s'aiment, ils sont reliés. D'accord? Mais non. Cette intuition que tu as eue, elle vient d'où? Elle ne vient pas du cerveau. Le cerveau, il analyse ce qu'il voit. Ouais. Elle ne vient pas du corps. Le corps, c'est de la viande organisée de manière harmonieuse selon ton mazal pondéral. Kol wahdu mazalo. D'accord? Donc, elle vient d'où cette intuition? Elle vient de la neshama. Vous savez que la neshama n'est pas soumise au temps. Donc, pour la neshama, le futur, c'est du présent. Mais comme on a l'écran du cerveau, et l'écran de la conscience, et l'écran du corps, c'est pour ça qu'on ne voit pas le message de la neshama. Mais il y a des gens qui ont tellement purifié leur cerveau et leur corps, ce qu'on appelle des tzadikim, que pour eux, leur neshama, ils l'aperçoivent en temps réel. Ça va être Baba Salé. D'accord? Mais il y a des gens aussi qui ont une telle tmimout, une telle sincérité, une telle, ce qu'on appelle niya, ouais, qui perçoivent le message de la neshama. Mais pas de manière claire. Mais tu dis, je ne rentre pas dans cette voiture. Cette fille, je ne veux pas qu'elle travaille avec toi, chérie. Je ne la veux pas, je ne la sens pas. Je la sens dangereuse. Ah, t'es folle, elle a des super compétences. Oui, pour l'instant, elle a un gros corps. Ouais, alors tu nous... Amène-moi une cul-de-jatte. De toute façon, les clients, ils ne la voient pas. Qu'est-ce que tu as besoin qu'elle soit belle? Oui, mais elle est super compétente. Je ne la sens pas. Le feu, le guéhinam sur elle, je la vois. Ouais. C'est l'instinct féminin. Ou la jalousie, ça dépend comment vous l'appelez. D'accord? Non, je rigole. Mais tu peux avoir un instinct. Tu peux sentir que ton enfant, il n'est pas bien. Tu peux sentir que ta fille, elle accouche alors qu'elle est en Israël et toi, tu es en France. Ouais, ça existe. Parce que les neshamot, elles sont reliées les unes aux autres. Maintenant, quand quelqu'un va interpréter un rêve, pourquoi il va venir cette idée-là plutôt qu'une autre? Moi, par exemple, personnellement, ça m'est arrivé des milliers de fois, mais comme ça rentre dans le naturel, on trouve ça normal. Ouais, le gars, il te dit, bon, Rabat Chetri, pendant des années, j'ai travaillé aux États-Unis. Alors, je lui dis, à Détroit? Il me dit, oui. Mais d'où je sais Détroit, moi? Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas une G là-bas, vous voyez, non? Ouais. Ou l'autre, elle te dit, bon, je suis dans le médical, obstétricienne? Oui. Pourquoi ça t'est monté obstétricienne? Ouais, tu dis, oh, ma fille, en ce moment, elle n'est pas bien. Sophie? Oui, c'est Sophie. Mais la vérité, je ne suis pas prophète. Mais le Ravol Beu dit que quand une personne veut faire un chesed amiti, de savoir ce que la personne a besoin, au moment où elle en a besoin, il dit c'est Kim'at Ruach HaKodesh. C'est Kim'at Ruach HaKodesh.
Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu veux vraiment faire du bien à quelqu'un, que tu veux vraiment soulager quelqu'un, que tu veux vraiment aider quelqu'un, en fait, tu vas dépasser ton moi, parce que tu le fais pour l'autre. Et le moi, c'est ce qui fait écran à l'autre. Et tu vas dépasser ton égoïsme, et tu vas dépasser ton orgueil, et tu vas dépasser ton intérêt. Donc en fait, tu enlèves tout ce qui déforme le signal de la neshama. Donc la neshama, elle peut te donner en direct. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que si tu aimes vraiment l'enfant, tu vas trouver les mots pour lui parler. Si tu as un vrai contact avec ton mari, tout de suite vous vous comprenez. Parce que vous avez enlevé l'orgueil, l'égoïsme, la lourdeur, l'amour-propre, le satan, la bêtise, le stress. Donc quand vous avez enlevé les parasites, vous avez enlevé les parois, c'est les deux neshamot qui communiquent. Et ça marche très bien. Ça s'appelle Shaviut Haritzonot, l'équivalence des volontés. Il s'appelle Ahava. Il s'appelle Echad. C'est ça l'amour. En fait, tout le travail, c'est de réussir à enlever ce qui nous sépare. Maintenant, l'intuition, elle est dans cette perception, parce que la neshama, encore une fois, elle perçoit l'avenir. Maintenant, quand j'ai rêvé, c'est quoi? C'est que le message, il est venu au niveau de ma neshama. Mais après, ce message, il rentre dans mon cerveau. Et c'est là que le problème, il arrive. Parce que mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà interpréter la sensation de ma neshama sous la forme d'un scénario qu'il a fabriqué lui-même. Et le cerveau, puisque c'est la fonction imaginative, et le cerveau, il peut fabriquer un film en 1 seconde. Un film qui dure 3 heures, avec des détails, des décors, 1 seconde. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand les scientifiques ils arrivent à mesurer la longueur du rêve, il te dit, le gars, vous avez rêvé pendant 4 secondes. Mais toi, pour raconter le rêve, ça te prend 3 heures et quart tellement il y a de détails. Alors, je ne comprends pas, comment c'est possible, il a duré 4 secondes. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Dvarim Asicheli Menam Mitachat Azman. Il dit le Maharal, l'esprit n'est pas soumis au temps. Donc l'esprit n'est pas rapide, il n'est pas dans le temps. Mais dès que tu vas exprimer la chose, tu rentres dans la réalité de la matière. Dans la matière, il y a le temps. Donc pour exprimer, ça prend 3 heures, mais pour rêver, ça prend 4 secondes. Ça va? Maintenant, on est en train d'expliquer maintenant comment on va interpréter le rêve. Alors je vous dis la vérité, je ne vais pas vous expliquer. Parce qu'il est trop tard. Non, c'est-à-dire, je vais commencer, je vais vous donner faim, vous allez mourir d'anorexie. Donc, je vais vous juste donner une conclusion, parce qu'on doit passer à autre chose dans la soirée. C'est que le Shulchan Aruch, il dit, aujourd'hui, quand on fait un rêve, on doit plus analyser la sensation qu'on a au réveil que l'image elle-même. Bon, à part les rêves connus, genre Chas Shalom, de la perte des dents, qui correspond à la perte des enfants. Donc tout de suite, tu dois mettre 50 € dans la tzedaka parce que c'est des choses graves, d'accord? Mais tous les autres rêves, que c'est très difficile d'interpréter parce qu'il y a un taux d'erreur de 190%. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois analyser la sensation. Maintenant, si tu te sens bien au réveil alors que le rêve il est horrible, le message est bon. Si tu te sens mal alors que le rêve est merveilleux, tu te sens mal, tu as envie de pleurer, tu te sens fragile, c'est un mauvais rêve. Maintenant, il dit le Zohar, aux gens bien, on leur envoie des mauvais rêves. Aux gens mauvais, on leur envoie des beaux rêves. Parce que celui qui est mauvais, ça veut dire qu'il est déjà entre les mains du Satan. Donc il va entretenir son illusion. Donc on lui donne des beaux rêves, comme ça il continue à rêver, et il va mourir brêle. Mais le bon élève, qu'on sent qu'il a un potentiel, qu'est-ce que fait? On lui envoie des mauvais rêves. Comme ça il se remet en cause, comme ça il bouge. Le professeur lui donne plus d'exercices à lui. Il dit, toi, tout le monde 4 exercices, mais toi 40. Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi moi? Toi, à 14 ans, tu auras une chaire de mathématiques. Je le sais, tu es un génie. Alors je te donne plus de travail. Donc Hachem, il va donner un rêve de remise en cause à quelqu'un qui est bien. Par contre, celui qui est mauvais, il dit, de toute façon, il ne veut pas se remettre en cause. Donc il rêver qu'il est bien. Il continue à rêver. Il n'évolue pas. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traduit, on interprète, entre guillemets, la nature du sentiment qu'on a en se réveillant. Oui, et ça c'est plus vrai. Maintenant, après, comment le rêve se réalise? Oui, alors il faut faire attention. C'est pour ça que la Gemara dit, tu dois raconter ton rêve à des gens qui t'aiment. Maintenant, il faut savoir, un rêve qui n'est pas raconté ne se réalise pas. Donc si vous avez un vrai cauchemar, l'o'alenu simsilenu, vous dites rien à personne, vous mettez la zaka, vous prenez sur vous de ne pas manger un gâteau, ce qui correspond à peu près à 2000 € pour une femme. Non, je rigole. Donc, vous mettez de la tzedaka et vous dites rien. Si vous êtes vraiment troublé, vous avez besoin d'en parler, et bien vous l'écrivez
sur une lettre, vous le mettez dans une enveloppe et vous le mettez dans la boîte aux lettres. Allez, advienne que pourra. Mais vous ne mettez pas d'adresse. Donc la remma, elle est dans le papier. Et vous, vous allez bien. Une fois, j'avais quelqu'un, je lui en voulais vraiment. C'est très rare pour moi, ça m'arrive une fois tous les 2 vies. J'ai écrit un email, j'ai tout écrit. J'ai tout écrit, tout. Je ne l'ai pas envoyé. Mais je l'ai écrit. C'est pas qu'ils disent que je ne l'ai pas écrit. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas envoyé. T'as compris ou non? Pourquoi? Parce que j'en avais marre de me rendre malade. Ça ne me sert à rien. Donc j'ai exprimé, et la chose, elle est dehors. Donc le cahier, il est mal. L'ordinateur, il va mourir avec ce que je lui ai mis comme remma, il va mourir. Il va mourir. Déjà, sa carte mère, déjà, elle a renoncé à la vie. D'accord? Mais moi, je vais bien. Parce que l'ordinateur, il est malade. Vous me suivez ou non? C'est très important. Et bien, c'est exactement pareil. Le rêve, tu le racontes à quelqu'un qui t'aime. Ça veut dire quoi? Celui qui t'aime, il va interpréter en bien le rêve. Donc, il va te rassurer. Pourquoi? Parce que la force du Yetzer Hara, c'est la tristesse et la culpabilité. C'est quoi la réponse? C'est la joie et la remise en cause. Maintenant, tu peux rebondir. Tu as fait une bêtise. Tu as le droit de faire tes chouvas, tu as le droit de changer, tu as le droit de prendre sur toi, tu as le droit de réparer, tu as le droit de demander Mechila, tu as le droit de rendre l'argent, tu as le droit d'aller t'arranger avec la personne, tu as le droit de le faire. Ou tu vas dire non, je reste dans la haine. C'est comme tu veux. Et c'est dommage. Parce que c'est toi qui pourris. Lui, t'a mis une baffe, ça fait mal pendant 20 secondes. Mais toi, 3 ans et demi, tu penses encore. Donc les 3 ans et demi, ils sont en plus des 20 secondes. Tu t'es pourri la vie tout seul. C'est un problème d'argent, il y a des lois. C'est un problème de din Torah. Il ne veut pas din Torah, le tribunal. Le truc, l'avocat. Il y a des systèmes. Mais toi, tu dis non, nous, dans notre famille, on ne dit rien, on prend sur nous. Fais attention, parce qu'au début, c'est une douleur à l'estomac. Après, c'est une brûlure. Après, c'est un ulcère. Après, le haléno, c'est plus grave. Ça s'appelle la prise de tête. C'est une grave maladie. Ouais. Ben, c'est pareil. Quand quelqu'un il a quelque chose sur le cœur et que vraiment il sent qu'il a besoin d'en parler, on a dit le mieux, il écrit. Sinon, il en parle à quelqu'un qu'il aime. Étant donné que le terrain d'application du cauchemar, c'est la culpabilité, donc quand la personne qui t'aime, elle va t'aider à te remettre en cause positivement, donc le rêve, il va devenir une ambition. Donc il ne va pas avoir d'effet négatif. Mais si tu vas raconter à quelqu'un qui ne t'aime pas, il va te le juger en négatif. Le négatif, il va t'enfoncer dans la culpabilité. La culpabilité, c'est un appel d'air pour la tréha. Et effectivement, ça s'est mal terminé. Donc j'avais raison que le cauchemar, c'est un cauchemar. Mais non, en vérité, Hachem, il n'a aucun intérêt à te faire du mal. Maintenant, il t'envoie un rêve négatif pour que toi, tu bouges. Comme tu as vu quelque chose de mauvais chez ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une crise en disant « Mon fils, il est fou, mon fils, il est malade, mon fils, c'est un pervers ». Tu vas dire non. C'est de la curiosité. Il a voulu voir un truc sur Internet, ou il a une discussion bizarre, ou il a voulu rigoler avec une fille. Eh bien, alors quoi? Ça veut dire il est rachat, il est pourri. Tu viens, tu écoutes mon fils. Tiens, Bachon Yeshiva, on ne parle pas avec les filles. D'accord? Tu sais des choses que tu as vues, ben, il ne fallait pas les regarder. Ça te pourrit la tête, c'est pour ça que c'est marqué vélo Tatoru. Tu expliques. Donc tu prends un accident et tu en fais une expérience. Mais si tu prends un accident et tu en fais une catastrophe, c'est toi qui l'as rendu rachat. C'est toi qui l'as rendu rachat. Vous me suivez ou non? Une fois, une directrice d'école, parce qu'il y avait un enfant, il avait décidé un petit peu la morale un peu dénudée, elle a convoqué les parents. Elle a fait un truc, votre fils il est truc, votre fils, votre truc. Elle avait un psychologue. J'ai été voir un rave intelligent. Je dis, rave, qu'est-ce que vous en dites? Il a dit ça chez nous en Amérique, ça ne serait jamais arrivé. Parce qu'on sait que l'enfant, il peut avoir un accident. Mais un accident, tu le récupères. Tu l'utilises pour construire. Pas le contraire, tu le pourris, c'est-à-dire maintenant il est devenu un pervers obsédé. Mais il a 8 ans et demi, il voulait faire rigoler ses copains, il a fait un dessin. Ça y est, ok, il va le regretter, il va pleurer, il va être puni. Ok, mais on passe à autre chose? Non. Tu le laisses, tu le colles, tu lui mets une étiquette, il est mort. Pourtant qu'il n'a rien fait, il a juste subi un Yetzer Hara qui lui a fait croire une illusion qu'en faisant ça, il était rigolo. Ben, tu l'as expliqué, c'est pas rigolo. Et c'est tout. Mais si tu dis non, il est pourri dans sa neshama, donc le Yetzer Hara, il a gagné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'interpréter un rêve ou d'interpréter une réalité. Parce que des fois, ma peur, elle va amplifier le problème. Mon stress, il va amplifier le problème. Donc je fais le contraire. Ben, c'est exactement pareil. L'idée, c'est que quelle que soit la nature du rêve, je dois avoir une vision positive du rêve. Je dois travailler mon bitachon, je dois travailler ma émouna, je dois travailler ma simcha, je dois travailler ma simcha traim. Et quand l'événement il arrive, quelle que soit sa teneur, positive ou négative,
Avec le positif, je renforce le positif. Avec le négatif, je fais du positif. Donc il n'y a plus de négatif. Ça va? Hazak Baruch.